Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors voilà, c'est un nouvel épisode de Passion Immo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question qui, je le sais, intéresse pas mal de monde. On m'a beaucoup interrogé à ce sujet ces dernières semaines. Les taux d'intérêt des prêts immobiliers vont-ils remonter ? Question cruciale, parce que les choses ne sont pas si évidentes depuis quelques semaines sur ce front. Ça interroge. On a évidemment un certain nombre d'articles de presse qui se sont penchés sur la question, pas toujours avec le recul nécessaire. Donc, moi, je souhaiterais un petit peu développer ça, voilà, mais avec une certaine objectivité et du recul. Il faut toujours en avoir sur des questions de ce type. Donc, je vais y répondre très clairement sur cette question des taux d'intérêt, mais je vais y répondre aussi en mettant en avant ce que je sais et en mettant en évidence ce que je ne sais pas. Parce que c'est important, ça. Trop souvent, on a des avis absolument péremptoires sur la question assurée, alors qu'il n'est pas toujours facile de l'être. Alors, on va aborder un certain nombre de points. Tout d'abord, je trouve intéressant de revenir sur la question comment une banque, en fait, elle applique des taux d'intérêt à ses clients. Ça nous permettra quand même de comprendre aussi un peu mieux ce qui se passe aujourd'hui. On prendra du recul et on regardera ce qu'a été l'évolution des taux d'intérêt depuis 40 ans. Bah oui, ça fait longtemps, mais je trouve toujours intéressant de remonter quand même assez longtemps en arrière pour comprendre ce qui se passe aussi aujourd'hui. On verra le lien entre l'inflation et les taux d'intérêt, parce qu'on est complètement là-dedans. A priori, l'inflation remonte, et donc quelle influence sur les taux d'intérêt ? Et ensuite, nous verrons ce qui se passe récemment, ce qui s'est passé ces derniers mois concernant les taux d'intérêt, concernant l'inflation. Et puis la suite, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer en 2022, en 2023, en 2024 sur les taux d'intérêt. Question essentielle. Beaucoup de gens qui ont des projets immobiliers là cette année, voire éventuellement en 2023, s'interrogent. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux hâter le projet pour profiter de taux encore bas, ou est-ce qu'on peut encore attendre ? Et puis, ceux qui sont dans la profession immobilière, dans la transaction, s'interrogent aussi parce que leurs clients leur posent cette question sur les taux d'intérêt et que, je vais essayer modestement de leur apporter des éléments de réponse. Avant de traiter ce sujet, je voudrais revenir juste quelques instants sur l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, j'avais interviewé Jeanne, qui est une jeune commerciale en immobilier, en transaction. Elle travaille sur Bandol et elle a réalisé un nombre tel de ventes ces derniers mois qu'il était intéressant de décortiquer ses méthodes, de voir comment elle travaille, en toute simplicité, comment elle fait pour rentrer autant de mandats et réaliser autant de ventes. Alors, je ne vais pas refaire tout l'épisode, il est toujours en ligne. Je n'ai pas non plus pour habitude de revenir sur des épisodes passés dans le cadre de mon propos du tout, mais là je voulais y revenir juste un instant parce que c'est peut-être l'un des épisodes sur lequel j'ai eu le plus de retours. J'ai reçu des mails, j'ai eu des commentaires sur LinkedIn, sur Facebook, etc., de personnes en fait qui ont été assez enthousiastes à l'écoute de cet épisode. Enfin, plus que l'épisode, c'est Jeanne elle-même, c'est sa personnalité qui a suscité cet enthousiasme. Et donc, voilà, c'était une invitation. Si vous n'aviez pas écouté cet épisode, rendez-vous depuis votre plateforme préférée, Apple Podcast, Spotify, etc. Surtout, allez réécouter. Et puis, chose que je fais jamais non plus, si vous avez quelques instants à perdre, quelques secondes, allez mettre quelques étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, pour dire ce que vous pensez de ce podcast qui est de plus en plus écouté. Voilà, et donc je tiens à ce sujet à vous remercier. Bien. Alors, cette introduction étant faite, nous allons partir pour répondre à cette question, comment les taux d'intérêt vont évoluer dans les mois qui viennent.
Passion Immo, c'est parti. Les taux d'intérêt vont-ils remonter ? Bon, déjà, ils ont remonté. Voilà, ça, là-dessus, les choses sont très très claires. Les taux d'intérêt ont remonté depuis le début de l'année. Je vais revenir dessus, évidemment. Je vais chiffrer cette remontée, voir si elle est très importante ou si elle s'avère marginale. Comme je le disais dans l'introduction, bon, parfois il est difficile d'y retrouver un petit peu, un peu de recul sur ces questions-là, parce que on a souvent des articles de presse qui font dans le sensationnalisme dès qu'il s'agit de parler taux d'intérêt. Alors soit on a une vision complètement catastrophique des choses, soit tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Bon, c'est souvent entre les deux, voilà. Moi, j'aime bien les propos nuancés quand même. Donc, je vais essayer de défricher les choses à ce sujet-là. La campagne présidentielle n'aide pas, pour une raison simple, mais c'est le propre d'une campagne présidentielle et je ne jette l'opprobre sur personne. Une campagne électorale, c'est quand même l'occasion d'arguments souvent outranciers, exacerbés, qui empêchent un petit peu la réflexion quand même. Voilà, il faut pas se le cacher. Donc, en ce moment, on parle beaucoup d'inflation, on parle de taux d'intérêt, on parle d'économie, on parle de secteur d'activité, on parle d'immobilier, mais en fait, on n'en parle jamais de manière très dépassionnée. Voilà. Alors, soit on décrit une vision absolument catastrophique, un peu comme je le disais il y a quelques minutes, ou alors, selon les candidats, tout va de manière excellente. Bon, pareil, on va laisser tout ça un petit peu de côté. Alors déjà, on va revenir sur une question qui est quand même élémentaire. Comment une banque, elle applique des taux d'intérêt à ses clients ? Alors en fait, la banque, il y a plusieurs critères qui sont pris en ligne de compte face à un client. Je vais les prendre comme ça, pêle-mêle. Il n'y a pas d'ordre particulier. Bon, le premier, c'est ce qu'on appelle le coût du refinancement. Le refinancement, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'en fait, une banque, quand elle prête à un client, elle n'utilise pas ses fonds propres. La banque, elle va elle-même utiliser des fonds qu'elle obtient par ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette description des flux financiers au niveau international qui est un peu complexe. Et évidemment, quand elle va proposer un taux à un client, elle-même, elle a obtenu, pour simplifier, un prêt à un taux plus faible. Bon, donc ça, c'est ce qu'on appelle un refinancement qu'elle va faire en direction du client. Évidemment, ce refinancement va être une manière de fixer le taux. Deuxième chose qu'on a, c'est ce qu'on appelle les frais de fonctionnement de la banque. Bon, voilà, une banque, c'est une société, c'est une entreprise comme les autres. Évidemment, elle a des coûts fixes, des coûts variables, etc. Elle a du personnel, elle a des locaux. Enfin bon, je ne vais pas décrire tout ce qui fait l'environnement d'une banque. Elle a des frais de fonctionnement. Ces frais de fonctionnement, évidemment, se répercutent à un moment ou un autre dans le taux d'intérêt qui va être proposé au client. Même si cet élément reste assez faible. Troisième facteur qui, lui, va jouer, c'est la durée du prêt au client. Bon, il est très clair que si on emprunte sur 7 ans, on va obtenir un taux beaucoup plus faible que si on emprunte sur 20 ou 25 ans. Pour une raison simple. Ici, la durée du crédit va être associée à une notion de risque. Une banque prend beaucoup plus de risques quand elle prête à un client sur une durée de 25 ans que si elle prête à un client sur une durée de 7 ans. Ça se comprend aisément. Déjà qu'il n'est pas très simple pour une banque de se projeter dans l'avenir de son client à un horizon de 7 ans, on l'imagine qu'il l'est encore moins à un horizon de 20 ou 25 ans. Donc plus elle prête sur une durée longue, plus elle va prendre de risques, et évidemment, plus le taux d'intérêt va augmenter, parce que le taux d'intérêt, c'est aussi ça, c'est aussi le reflet du risque pris par l'établissement financier. Quatrième élément, ce qu'on appelle la prime de risque de la banque.
Alors là, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe, hein, même si c'est très cadré et codifié au niveau des banques. Là encore, je vais prendre deux situations extrêmes. La banque va prendre beaucoup plus de risques à votre égard si vous avez, par exemple, 26 ans, que vous êtes en CDI depuis 1 an, que vous êtes célibataire, que si vous avez 40 ans, que vous êtes marié, que vous êtes en CDI depuis 15 ans et que voilà, vous avez une situation plutôt stable. Bon, c'est ça la prime de risque. Je pourrais y ajouter d'autres éléments, mais c'est pas trop le sujet là, mais de la même manière, la banque va évidemment prendre un risque beaucoup plus faible. Si vous êtes un client qui avait des avoirs sous forme de produits, je ne sais pas si vous avez un PEL dans lequel il y a 50 000 euros, un livret A dans lequel il y a 15 000 euros, puis on va ajouter un livret de développement durable dans lequel vous avez, je ne sais pas moi, 11 000 euros, la banque va prendre moins de risques que si vous êtes un client de 25 ans qui a 1 500 euros uniquement sur son livret A. Voilà. Donc tous ces éléments-là, on l'appelle la prime de risque et très clairement, là, c'est un élément quand même assez important qui fait que les taux d'intérêt ne sont pas les mêmes selon les personnes qui vont emprunter éventuellement la même somme d'argent pour une durée identique. Il y a la marge de la banque. Bon, il est tout à fait logique qu'une banque gagne de l'argent. Elle fait une marge, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, sur les prêts immobiliers, la marge est très faible. Parce que depuis 20 ans, même depuis avant, mais bon, depuis déjà longtemps, les banques se font une très forte concurrence entre elles pour attirer des clients avec des taux faibles, et elles le font en réduisant très fortement leur marge. On va dire, oui, mais est-ce qu'elles font un cadeau? Non, elles font pas de cadeau non plus. C'est tout simplement que, à partir du moment où elles vont capter un client sur un prêt immobilier, donc en l'attirant, faut pas avoir peur des mots, avec des taux extrêmement faibles, elles vont lui proposer éventuellement d'autres produits. Une assurance habitation, ou le positionner sur d'autres produits tels que des livrets bancaires, etc. Et puis il y a un dernier élément, c'est le taux directeur fixé par les banques centrales. Mais, contrairement à une idée reçue, les taux directeurs fixés par les banques centrales, tels que la Banque centrale européenne notamment, a une influence relativement faible sur la fixation des taux des prêts immobiliers. Parce que la fixation des taux des prêts immobiliers, elle se fait plutôt sur un des mécanismes de l'offre et de la demande, alors que les prêts à court terme, notamment d'une durée de 3 ans, quand on va faire un prêt à la consommation, alors là, ces prêts-là, oui, sont influencés beaucoup plus par les taux directeurs fixés par la Banque centrale. Bon, voilà un petit peu comment la banque fixe ses taux. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis une quarantaine d'années? Parce que je trouve qu'on a oublié beaucoup de choses à ce sujet-là. En fait, quand on dit que les taux... on parle des crédits immobiliers aujourd'hui. Quand on dit que les taux des crédits immobiliers baissent depuis quelque temps, ça fait plus que quelque temps. Ça fait très exactement 40 ans. Il y a 4 décennies, très exactement, on était dans une toute autre situation. Je vais rappeler quelques chiffres rapidement. Bon, vous allez voir, je ne vais pas citer des tonnes de chiffres non plus ici, mais bon, il faut en citer quelques-uns quand même. Quand on voulait emprunter au début des années 80 pour acheter un bien immobilier, on empruntait autour de 15%. 15%. Je répète, puis je vais répéter une 3e fois, 15%. Aujourd'hui, c'est un taux d'intérêt qui ferait absolument hurler. Quand on est à 1, 1,5 aujourd'hui, d'imaginer que nos parents, nos grands-parents empruntaient à des taux de 15% il y a 40 ans, en fait, on a perdu le recul par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a du mal à se projeter dans une situation qui nous a précédés, et puis on a tout simplement oublié. Est-ce que les gens achetaient moins ? Oui, dans une certaine mesure, mais ils achetaient quand même. C'est-à-dire que dans les années 80, ça a été le grand boom de l'accession à la propriété, et les gens n'étaient pas effrayés particulièrement par ces taux. Voilà, ça faisait partie de leur environnement quotidien.
D'autres chiffres pour rappeler ce qui se passait au début des années 80, qui nous aidera peut-être un peu à comprendre ce qui risque de se passer par la suite, c'est que l'inflation, à l'époque, nous, on est sur une inflation... allez, je ne parle pas de cette année, mais on est entre 1%, 2%, 3%, bon, à tout casser. On était à 14%. 14%, c'était énorme. De la même manière, un livret A, le livret A qui rapporte pas grand-chose aujourd'hui, mais au début des années 80, le livret A était rémunéré à 8,5%. C'est-à-dire que quand je plaçais de l'argent sur mon livret A, il me rapportait 8,5% à l'année. On peut trouver ça exceptionnel. En fait, c'était dramatique. Enfin, dramatique. Disons que c'était plutôt néfaste, parce que compte tenu d'une inflation très forte, l'inflation était à 14%, votre livret A était rémunéré à 8,5%, en fait les épargnants s'en rendaient pas compte, mais l'inflation leur mangeait leur économie, et ça par contre c'était une donnée qui était assez intéressante. Quand on ouvrait un plan d'épargne logement à l'époque, il était rémunéré à 6,5%. Voilà, bon. Alors, j'arrête là avec les chiffres. C'est juste pour dire qu'il y a 40 ans, on était dans une toute autre époque et que on avait des taux d'intérêt qui étaient très forts. C'est à partir des années 82, 83, 84 que les taux d'intérêt ont commencé à baisser tranquillement, parfois de manière un petit peu plus accélérée. Mais voilà, donc la situation que nous connaissons depuis quelques années, de taux d'intérêt plutôt faibles quand on veut emprunter, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle s'est inscrite quand même largement dans le temps. Parfois, il y a eu des légères remontées, effectivement, mais souvent de circonstances, et puis qui rapidement ont été contrebalancées par une suite de cette tendance générale au taux très bas. Petite parenthèse d'ailleurs, est-ce que c'est bien des taux bas ? Oui, dans un sens, parce que ça permet aux ménages d'emprunter plus en remboursant moins, ça, je veux dire, personne ne va s'en plaindre. De la même manière, on sait très bien que le dynamisme de l'activité immobilière depuis plusieurs années, depuis maintenant 7 ans, quasiment 7-8 ans, il est dû très largement à ces taux très faibles. Évidemment, c'est un moteur très fort de l'activité immobilière. Mais il faut nuancer, parce que des taux très faibles, ça a 2 effets néfastes. Il y en a d'autres, mais là encore, pour résumer, le premier, c'est que ça va inciter les ménages à s'endetter. Évidemment, quand vous avez des taux très, très faibles, vous avez plutôt tendance à emprunter que de puiser dans votre épargne. Et deuxièmement, les banques réduisent, dégagent des marges très faibles. Trop faibles, diront certains. Alors on pourrait dire, on s'en fout, c'est les banques, elles ont de l'argent, etc. Non, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que nous n'avons aucun intérêt, les uns et les autres, à avoir des banques trop fragilisées. Les banques, elles ont besoin de fonds propres, notamment. Il faut qu'elles soient solides. Il faut qu'elles soient capables de résister quand il y a des coups durs. La crise de 2008 a bien montré que, dans certaines circonstances, les banques n'avaient pas suffisamment de solidité pour résister à des situations de gros temps, voire de tempête. Alors maintenant, si on avance un petit peu plus dans ce raisonnement, on va parler des taux d'intérêt, puis on va parler aussi de l'inflation. Si je prends la situation économique aujourd'hui, il a échappé à personne que la situation économique, là, en avril 2022, elle est plutôt incertaine. Elle n'est pas inquiétante. C'est-à-dire que, voilà, là, il faut relativiser. N'oublions pas qu'on vient de passer 2 ans de crise sanitaire qui auraient pu mettre l'économie complètement à plat. C'est pas le cas. L'économie, l'appareil productif fonctionne. Voilà. Il n'y a pas eu de chômage de masse provoqué par la crise sanitaire. Évidemment, tout ça est contrebalancé par une très forte augmentation de la dette
pas que de la France, hein, de tous les pays. C'est-à-dire qu'effectivement, on a contrebalancé la moindre activité économique pendant 2 ans par des aides qu'il a fallu financer par de l'endettement supplémentaire. Donc ça, évidemment, c'est pas très positif, hein, mais ça, c'est un autre aspect que je vais pas traiter ici. Donc on est dans une situation économique relativement bonne. Mais relativement, parce que on sait qu'il y a des difficultés quand même. On sait notamment qu'il y a des difficultés d'approvisionnement très fortes. Ça va provoquer de l'inflation, je vais y revenir ensuite. Des difficultés d'approvisionnement sur un certain nombre de biens, pas tous, mais quand même sur pas mal de biens. Et puis, on a aussi la guerre en Ukraine. Alors, cette guerre en Ukraine très récente, mais qui, on le voit bien, provoque des remous quand même sur le plan économique et dont on peut penser qu'on n'a pas tout vu à ce niveau-là, hein, et que les effets les plus néfastes, on risque de les ressentir dans quelques mois. Le secteur de l'immobilier dans tout ça se porte très bien. Voilà, il se porte même plutôt excellemment bien. Alors avec des nuances, hein, évidemment. Je rappelle, 2021, c'est le record historique en matière de transactions. Quasiment 1 200 000 transactions dans l'ancien sur une année. On n'avait jamais vu ça. Ça a été porté en grande partie par des taux d'intérêt faibles. Voilà, c'est-à-dire que... et autre élément aussi, hein, ne l'oublions pas, des banques qui en 2021... se sont plutôt très bien comportés à l'égard des clients et ont continué de prêter. Ce qu'on n'a pas tout à fait depuis le début de l'année, j'y reviendrai rapidement. Alors, qu'est-ce qui se passe là depuis 3 mois ? On voit les taux d'intérêt remonter. Là, je donne qu'un chiffre, mais il est éloquent. Les prêts à 20 ans en avril 2022 se négocient aux alentours de 1,35%. Il faut comparer. Il y a 3 mois, c'était un tiers de moins. C'est-à-dire qu'il y a 3 mois, les prêts se négociaient en moyenne à 1,1%. Voilà, donc on est passé en seulement 3 mois de 1% à 1,35%. C'est quand même une forte augmentation. Et attention, c'est un taux moyen. C'est-à-dire que 1,35%, c'est le taux moyen. C'est-à-dire que vous aurez des clients qui vont emprunter à des taux plus faibles. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, hein, le client qui a des avoirs bancaires, qui a un CDI depuis quelque temps, etc., lui, il va continuer encore aujourd'hui d'emprunter à 1%, admettons. Et on voit apparaître depuis quelques semaines, depuis quelques mois, des clients, évidemment moins bien dotés que ceux que je viens de décrire, à qui, eux, on va proposer des prêts plutôt de 2%. Voilà. Et là, on voit un phénomène qu'on n'avait pas ces dernières années. 2%, 2,2%, c'est des taux assez inhabituels. Bon. Donc, il y a une remontée, elle est indéniable. Maintenant, la question, c'est, cette remontée, oui, mais jusqu'à quand ? Alors, c'est là que je vais faire un lien avec l'inflation. L'inflation... elle repart à la hausse aussi depuis quelques mois. Alors là, c'est pareil. Je vais essayer d'être très précis. Inflation, il est difficile, là, en l'état actuel des choses, de parler d'inflation. Pourquoi ? Parce que l'inflation, on parle d'inflation sur le plan économique quand on a une hausse des prix qui s'étend à l'ensemble des secteurs d'activité, sans exclusive. Et en fait, on n'est pas là-dedans. C'est beaucoup plus nuancé. Alors évidemment, il y a des secteurs dans lesquels la hausse des prix a été très forte. Bon, l'énergie, ça on s'en rend tous compte, c'est 30% d'augmentation sur un an, l'énergie. Mais à l'inverse, vous avez des pans entiers de l'économie, je pense notamment à tout ce qui est activité de service, et l'activité de service, elle est quand même fondamentale dans un pays tel que le nôtre, mais tous les pays européens de manière générale. Dans l'activité de service, la hausse des prix est extrêmement faible, voire inexistante.
bien sûr, il y a des secteurs comme l'alimentation, il y a des secteurs comme les matières premières qui, eux, connaissent des envolées de prix assez importantes. Donc, il est trop tôt aujourd'hui pour parler d'un retour durable de l'inflation. On verra, hein, peut-être que dans quelques mois, ce sera le cas. Pour l'instant, c'est des hausses très fortes qui posent d'énormes problèmes, hein, évidemment, mais ce sont des hausses qui restent circonscrites dans un certain nombre de secteurs. Pourtant, elle est réelle, hein, cette hausse, parce que si on raisonne, là encore, sur une hausse des prix moyenne, l'année dernière, en 2021, on a enregistré une hausse des prix en France de 1,6%. Ce qui est faible, hein. On était vraiment l'année dernière dans cette situation que l'on connaît depuis déjà pas mal d'années. En mars 2022, si on regardait l'inflation des 12 derniers mois, on avait bondi à 4,5%, 3 fois plus. Donc je ne peux pas dire non plus que cette inflation, c'est une vue de l'esprit. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Et encore en France, on peut s'estimer heureux. Je vais citer notamment les Pays-Bas. Les Pays-Bas, au cours de ces 12 derniers mois, la hausse des prix a été de 12%, ce qui est absolument considérable. Et là, qui leur pose d'autres problèmes. Alors, si je continue dans cette explication, hein, parce que rassurez-vous, à un moment donné, je vais vous dire ce qu'on peut penser de l'augmentation des taux d'intérêt, si elle sera durable ou pas. Pourquoi il y a un lien entre l'inflation et les taux d'intérêt? Je vais faire très simple, très court là-dessus. Tout simplement parce que la hausse des taux d'intérêt, notamment par les banques centrales, c'est un outil. Les banques centrales, si vous voulez, elles vont parfois baisser leur taux d'intérêt, ce qu'on appelle le taux directeur, parfois elles vont l'augmenter. En fait, elles baissent leur taux directeur quand elles veulent donner un coup de boost à l'économie, et les banques centrales vont augmenter leur taux d'intérêt quand, et ça va être fondamental, quand elles veulent modérer l'inflation. C'est-à-dire que l'augmentation des taux d'intérêt est un moyen de juguler, ou en tout cas de réduire l'inflation. Et donc là, on voit tout de suite poindre du bout de son nez cette situation où nous aurions des banques centrales au niveau mondial qui agiraient sur leur taux d'intérêt pour essayer de lutter contre cette inflation qui revient, sur ce retour de l'inflation. Alors si on regarde du côté de la Banque Centrale Européenne, c'est très contrasté parce qu'en fait, la Banque Centrale Européenne, quand on regarde aujourd'hui, en mars 2022, la Banque Centrale n'a pas augmenté ses taux. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir. Pour autant, on n'est pas certain que c'est ce qui va continuer à se passer. En fait, les banques centrales ne sont pas folles. Et elles sont prises en fait dans une difficulté. Soit elles vont augmenter leur taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, mais si elles font ça, elles risquent de casser la dynamique économique. Parce qu'évidemment, si elles remontent leur taux d'intérêt, en cascade, ça aura des incidences évidemment sur l'économie mondiale qui se ralentira. Et en ce moment, nous ne sommes pas dans une situation où on peut se permettre de réduire l'activité économique. Et donc l'exercice est extrêmement difficile actuellement pour les banques centrales. La Banque centrale européenne, c'est le cas, mais la Banque centrale américaine notamment, est exactement face au même dilemme. Donc, que vont-elles faire dans les mois qui viennent? Eh bien, on verra. C'est là où je vais commencer de nuancer mon propos, qu'il y a des choses qu'on sait, des choses qu'on ne sait pas. Alors, sur la suite, parce qu'en fait, qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui, en avril 2022 ? En avril 2022, on a une certitude. Les taux ont augmenté. Les taux d'intérêt, quand je veux emprunter pour acheter un bien immobilier, ils ont augmenté. Même s'il faut nuancer en fonction de la situation des clients
emprunteurs. Qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Alors, dans les mois qui viennent, en fait, il y a 3 solutions. Première solution, la hausse des taux qu'on a depuis le début de l'année, elle reste limitée dans le temps. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, fin 2022, la situation est moins tendue au niveau international. Il se passe également que les approvisionnements de matières premières, etc., retrouvent en fait une sorte de régulation. Et donc, on a une économie qui se détend. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'effectivement, les taux d'intérêt retrouvent le niveau qu'ils avaient il y a encore quelques mois. Ça, c'est la première solution. Évidemment, c'est la situation la plus favorable. Est-ce qu'elle est probable? Oui, tout à fait. Je synthétiserai après. Deuxième solution. La hausse des taux d'intérêt est durable, mais faible. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien, là encore, imaginer qu'on ait une augmentation des taux à 2%, à 3%, à 3,5%, et que ça dure comme ça pendant quelques années. C'est pas un drame. Voilà, c'est pas un drame en soi. Très clairement, ça va mettre sur le côté un certain nombre d'emprunteurs. Ça, là-dessus, aucune illusion néanmoins à avoir. Mais si on était dans cette situation-là, nous serions capables d'absorber en fait cette hausse relativement faible des taux. Si ça dure quelques années, c'est pas dramatique. Et il y a la troisième solution. Alors évidemment, la troisième solution, c'est la pire. C'est une hausse des taux qui serait à la fois durable et forte. Alors là, cette solution-là, si elle se produisait, oui, elle pourrait casser effectivement une dynamique au niveau de l'immobilier, parce que si on a une hausse des taux forte qui s'inscrit dans le temps, donc est durable, vous allez avoir nécessairement des emprunteurs qui, début 2022 ou fin 2021, étaient en capacité d'emprunter et qui ne le seront plus. Ils ne le seront plus parce qu'en fait, le coût de leur crédit aura augmenté tellement qu'ils ne seront pas en capacité d'acheter. Ou alors, les banques, dans une telle situation, vont augmenter le ticket d'entrée. C'est pas très technique très terme, mais c'est très imagé. Qu'est-ce que c'est le ticket d'entrée? C'est dire ok, on vous prête, mais venez avec 30 000 euros d'apport personnel. Venez avec 50 000 euros. Évidemment, tout dépend de l'ampleur du projet immobilier. C'est ça le ticket d'entrée. Parfois, le ticket d'entrée, il est très faible, voire inexistant, où les banques financent la totalité de votre achat immobilier. Parfois, le ticket d'entrée, il est élevé. Si je reviens à la situation de 2008, en pleine crise de 2008, vous aviez certains réseaux bancaires qui exigeaient quasiment le tiers en apport personnel pour financer un bien immobilier. C'était considérable. Alors, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Vous aviez énormément de gens qui, souhaitant acheter, ne le pouvaient pas. Alors, en fait, dans cette troisième solution, c'est ça que l'on pourrait craindre. Une hausse des taux forte et durable qui change en fait la donne au niveau des clients, avec des clients qui auraient plus de difficultés pour emprunter. Et quand ils empruntent évidemment à un coût plus élevé. Alors, deux solutions, soit ils sont capables de financer, soit ils revoient à la baisse leur projet immobilier. Au lieu d'emprunter 400 000 euros, compte tenu de la hausse des taux, ils empruntent peut-être plus que 350 000. Ce qui pourrait avoir une incidence sur les prix de l'immobilier, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà ce qu'on peut dire, en fait, sur cette hausse des taux. Alors, je vais résumer rapidement. Oui, les taux remontent. On ne peut pas imaginer qu'ils rebaissent dans les semaines qui viennent. Non, cette hausse des taux, on peut penser qu'elle va durer jusqu'à la fin de l'année. Quand on interroge certaines banques aujourd'hui, qui sont, comme je vous l'ai indiqué, pour certains clients à des taux aux alentours de 2%, certains disent qu'on pourrait aller jusqu'à 3% à la fin de l'année. 3%.
Pour la suite, c'est-à-dire 2023, 2024, on ne peut pas dire. Et c'est un petit peu ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que méfiez-vous toujours de ces discours de gens qui nous promettent, enfin pas qui nous promettent, qui nous disent voilà ce que sera l'avenir absolument dans 6 mois, dans 1 an. Bon, souvent ils n'en savent rien, hein, voilà, mais simplement, moi, il y a des choses que je ne sais pas, mais j'ai l'honnêteté intellectuelle de vous le dire, voilà. Donc des taux qui vont rester bien plus forts qu'en 2021 sur toute l'année. Et après, il faudra refaire le point, en définitive, je dirais, aux alentours de septembre-octobre. En septembre-octobre, on en saura un petit peu plus. Et puis, la situation économique, géopolitique, elle aura évolué suffisamment pour qu'on ait un petit peu plus de visibilité. Conséquence de tout ça, si on veut acheter un bien immobilier en 2022-2023, c'est-à-dire ceux qui ont un projet en tête, qui sont en capacité de le financer, qui sont hésitants parce que voilà, ils n'ont pas trouvé encore le bien. C'est pas toujours évident en ce moment de trouver un bien tel qu'on le souhaiterait. Ceux-là qui ont un projet clair pour les mois qui viennent, voire sur 2023, s'ils ont la capacité de le financer aujourd'hui, ils ont intérêt à y aller maintenant, pour éviter cette hausse des taux, même si elle reste limitée dans le temps, inévitable jusqu'à la fin de l'année. Ça, par contre, on peut le dire avec une certitude absolue. Donc, c'est pas un discours que je tiens nécessairement parce que je ne suis pas agent immobilier, mais parfois les agents immobiliers le disent souvent, ouais, c'est le moment d'acheter et tout. Bon, c'est toujours le moment d'acheter quand on les écoute. Puis, bon, ils ont raison, c'est leur discours, mais là, en ce moment, c'est vrai. C'est qu'effectivement, c'est le bon moment pour acheter, pour éviter cette hausse des taux qui pourrait encore durer jusqu'à la fin de l'année. Et là, comme je viens de vous le dire, c'est quasi une certitude. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez me retrouver sur mon site internet www.nicolier.org. Il est possible aussi de me suivre ou de me contacter sur LinkedIn, Eric Nicolier tout attaché. Et puis vous pouvez aussi me soutenir en vous abonnant à Passion Immo sur Apple Podcasts, mais aussi sur les principales plateformes de podcast. Je vous dis à très bientôt.